Le grand cachalot est le prétendant idéal au titre de champion de l'apnée. C'est tout simplement le plus grand prédateur à dents de notre planète. Et il se nourrit essentiellement dans les profondeurs de calmars abyssaux. Pour alimenter son corps pouvant peser près de 45 tonnes et atteindre près de 20 mètres, il en consomme près de 500 kilos quotidiennement. On ne connaissait l'animal que par ses échouages et ses courts passages en surface. Pourtant, il passe plus de la moitié de ses journées dans le monde glacé et sans lumière des grandes profondeurs. Pour se repérer dans l'obscurité, le cachalot, comme tous les cétacés à dents, n'utilise pas ses yeux, mais un système de radar naturel. On dit qu'il écolocalise. Par des soufflets nasaux, il émet des clics dont il reçoit l'écho par la mâchoire inférieure. Même dans le noir total, son vaste cerveau est ainsi renseigné sur les formes des canyons et la présence de proies. Jamais personne ne l'avait surpris dans les abysses, les couches profondes de l'océan où la lumière ne pénètre jamais. Jusqu'en avril 2015, dans le golfe du Mexique, quand une équipe de scientifiques et le robot télécommandé Hercule ont fait une rencontre extraordinaire par 600 mètres de profondeur. Ce rendez-vous abyssal était imprévu. Un simple fruit du hasard. Survenu alors que les scientifiques cherchaient simplement à cartographier les fonds marins. Mais il apporte la première preuve visuelle que le cachalot peut s'aventurer à 600 mètres. Le cachalot peut plonger jusqu'à 2 heures. Comment fait-il? Son anatomie est taillée pour les longues apnées. À chaque respiration, le cachalot est capable de renouveler 90% de l'air de ses poumons, alors que nous, les humains, n'y parvenons qu'à 15%. Autre atout, ces cellules musculaires sont particulièrement riches en protéines porteuses d'oxygène. Elles en contiennent 10 fois plus que les nôtres. Mais ce n'est pas suffisant. Pour économiser ce précieux oxygène lors des plongées, le cachalot doit aussi ralentir son métabolisme et concentrer son sang dans ses organes vitaux, son cœur et son cerveau. Et pour résister à la pression, comment fait-il? Là où nos côtes perforeraient nos poumons, la cage thoracique du cachalot est au contraire flexible. Enfin, pour l'aider à plonger, le cachalot a encore un outil précieux. Son énorme crâne, qui occupe près d'un tiers de son corps, abrite une réserve de graisse appelée spermacétie. En plongeant, le cachalot coupe l'arrivée de sang à cette graisse, qui refroidit et se solidifie. Cette masse agit alors comme une gueuse qui l'entraîne vers les profondeurs. En remontant, le cachalot, à l'inverse, réchauffe sa réserve de spermacétie qui devient huileuse, donc plus légère que l'eau. Et pour éviter les accidents de décompression, des réseaux admirables lui permettent d'éliminer les bulles d'air, tout en amenant l'oxygène au cerveau. Le cachalot peut ainsi rester immergé pendant 1h30. Mais les profondeurs maximales atteintes lors de ces apnées restent encore sujettes à controverse. Pour les connaître, il faut aussi les équiper de balises. Mais comme les cachalots renouvellent leur peau continuellement, les balises à ventouses, comme les dits tags, ne parviennent pas à adhérer. Dans l'océan Indien, au large de l'île Maurice, les scientifiques de l'association Moby Dick guettent les apparitions de cachalots. Leur méthode, ancrer des balises émettrices sur le dos de cachalots, en doublant ces marquages d'une biopsie, un petit prélèvement de chair. Ils pourront ainsi identifier chaque porteur de balise par son ADN.
Pour une étude exhaustive, ils devront baliser et identifier plusieurs cachalots. Par chance, les eaux calmes et profondes qui ceinturent l'île sont devenues un lieu de rassemblement de troupeaux entiers de cachalots. Ainsi, en couplant les données géographiques avec les données bathymétriques, ils peuvent évaluer les profondeurs maximales des plongées de chaque animal. Pour poser leurs balises, les scientifiques cherchent à exploiter un point faible du cachalot, bien connu par les baleiniers. Un champ de vision limité, en particulier sur l'arrière. La raison est simple. Les yeux d'un cachalot ne peuvent pivoter dans leurs orbites. Ainsi, ils ne détectent pas le bateau qui vient par l'arrière. Ce qui permet aux scientifiques de marquer un premier cachalot. Problème. Désormais, les autres cachalots sont devenus méfiants. Une guerre tactique s'engage. Ces balises posées sur 6 cachalots ont fonctionné entre 20 et 48 jours. Elles ont révélé que certains animaux séjournaient et plongeaient dans la zone des 1300 mètres. Les études en cours cherchent à prouver que les mâles regagnent des eaux plus froides, vers le sud, notamment en direction des îles Crozet. Le pays des albatros. Et des tempêtes perpétuelles surnommées les 40e rugissants. Plusieurs milliers de mètres séparent ces montagnes liquides du plancher abyssal. On ne trouve que des mâles à ces latitudes. Dans ce no man's land, il semble attiré par des navires-usines qui s'aventurent pendant plusieurs mois en haute mer. Ces groupes de mâles attendent que ces navires déploient des kilomètres de lignes appelées palangres. À la remontée, elles sont garnies d'une ressource prisée sur les marchés asiatiques, un poisson des grands fonds, la légine. À l'âge adulte, ce poisson vit dans des profondeurs comprises entre 800 et près de 4000 mètres. Les pêcheurs soupçonnent les cachalots de venir dérober leurs poissons sur leur ligne posée entre 800 et 2200 mètres de profondeur. Les marins chiliens ont conçu une protection à base de chaussettes en filet. Malgré ça, les cachalots parviennent encore à subtiliser les poissons. Les pêcheurs de légine estiment qu'ils perdent jusqu'à 30% de leur prise au profit des cachalots. Mais ils n'ont jamais pu les prendre en flagrant délit. Maudit cachalot. Le problème est mondial. Pour en avoir le cœur net, des pêcheurs français collaborent avec le scientifique Gaëtan Richard, qui embarque pour une marée de 3 mois au large des îles Crozet.
En utilisant les palangres comme support, on va pouvoir déployer des dispositifs acoustiques tels que celui-ci. Donc on a un enregistreur et 2 hydrophones. Donc ce dispositif va nous permettre d'enregistrer les sons émis par les cachalots. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les clics d'écholocation. Quand l'animal va produire un clic, il va arriver sur notre dispositif et notamment sur un hydrophone puis sur l'autre. Connaissant la distance et sachant à quelle vitesse le son se propage dans l'eau, on va ensuite pouvoir relocaliser où se situe l'animal par rapport à notre dispositif. Les hydrophones de Gaëtan et d'autres cétologues révèlent de curieuses données. Bien que les lignes soient déposées entre 800 et 2200 mètres de profondeur, les cachalots ne plongent jamais très profondément autour des palangriers. Mais pourquoi apparaissent-ils autour du navire à partir du moment où les pêcheurs commencent à remonter leurs palangres? Pour le savoir, Gaëtan place des accéléromètres sur les lignes, juste avant l'hameçon. Ces appareils détectent et enregistrent la différence de tension sur les filins. Une grande tension pourrait trahir un larcin de cachalot. En couplant les données des accéléromètres et des hydrophones, on parvient à reconstituer le mode opératoire du cachalot. En prédateur opportuniste, il économise son énergie et plonge le moins profondément possible. À la remontée, il saisit la ligne mère de la palangre entre ses 2 mâchoires et glisse lentement le long de la ligne pour décrocher les poissons qu'il viendra ensuite cueillir quand il dérive entre 2 eaux. Il ne s'aventure sur le plancher abyssal que pour manger sur les lignes déposées à moindre profondeur. Il est alors capable de planter sa mâchoire dans la vase pour décrocher les légines. Curieusement, il dérobe rarement les poissons à moins de 300 mètres de profondeur. Pour une bonne raison. Près de la surface, il subit la concurrence d'un redoutable prédateur, l'orque. Maudites orques. Jared Towers a planté un enregistreur de plongée dans le lard d'un grand mâle cachalot et confirmé ses extraordinaires capacités de plongeur en apnée. Pendant 17 jours d'enregistrement, ce concentré de technologie a révélé que le cachalot a séjourné 8 jours près d'un palangrier pour effectuer des plongées d'une vingtaine de minutes à quelques centaines de mètres de profondeur. Puis il s'est éloigné et a chassé par lui-même. Ses apnées l'ont entraîné jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Mieux, 6 mois plus tard, en Norvège, l'équipe de Natasha Aguilar a placé des DITAG spécialement conçus pour s'agripper sur les cachalots. Leurs plongées les ont entraînés jusqu'à 1862 mètres, le record à ce jour. Pendant que vous regardez ce film, un cachalot retient sa respiration et chasse le calmar géant à près de 2 km sous la surface.